Justement, parlant de lien entre matières, je pense utile, dans la présentation que vous faites, de parler des liens peut-être entre la preuve scientifique et la preuve judiciaire, rapportée bien entendu au problème sûr, tout en admettant tout de suite que lorsqu'un juriste se prononce, parle, prend la parole dans une assemblée scientifique par sur pas de médecin, il y a quelque chose de l'imposture, en tout cas du sentiment d'imposture. Et par conséquent, je vais essayer, d'être le plus simple possible pour, évidemment, avoir bien conscience que je ne suis pas sur le domaine scientifique. Alors, preuve scientifique et preuve judiciaire d'abord, et vous comprendrez par où on en vient ensuite aux échures. Elles entretiennent, et vous avez commencé à le dire, et c'est peut-être votre fil, des liens indéniables. C'est-à-dire que la force de la première s'impose souvent à la seconde. La preuve scientifique exerce indéniablement un tropisme sur la preuve judiciaire. Pour autant, la preuve judiciaire, c'est un peu surprenant, mais parfois affirme le vrai au-delà de la preuve scientifique. C'est-à-dire qu'elle va plus loin que ce que fait la preuve scientifique. Et c'est précisément sur cet aspect-là que ça va nous intéresser dans les dossiers issus. Alors, c'est vrai que c'est a priori surprenant, parce que science et procès tendent à une finalité en apparence commune. Les deux sont à la recherche, tentent à la découverte de la vérité. Et d'ailleurs, en procédure, on parle très souvent de concours à la manifestation de la vérité. Alors on voit bien que le but aussi de la preuve dans le procès, c'est la vérité. La prétention est commune, la preuve scientifique et la preuve judiciaire tendent à dévoiler le vrai. Alors la question qui va se poser très rapidement pour nous, c'est comment la preuve scientifique, ou plutôt même je dirais la méthode scientifique, ce chemin particulier pour venir vers le vrai, comment ce processus-là pourrait être dépassé par la preuve judiciaire, parce que c'est bien notre problème. Et lorsque l'on creuse un peu plus sur ces rapports entre ces deux preuves, on s'aperçoit au moins d'une différence profonde qu'il faut avoir présente à l'esprit si on veut comprendre de quoi on parle. Le scientifique, lui, bien entendu, il cherche, mais il a le droit de s'arrêter en chemin. Et il a même le devoir de s'arrêter en chemin. C'est-à-dire que lorsque ses travaux ne le conduisent pas à une certitude scientifique, il a même le devoir, je dirais, déontologique de le dire. De dire qu'il n'arrive pas à aller plus loin. De l'autre côté, le juge, lui, a l'obligation de poursuivre, même s'il ne sait pas. Le juge doit trancher. Il ne peut pas ne pas se prononcer. C'est-à-dire que de l'incertitude, il doit faire son miel, et il doit aller au-delà. C'est la prohibition du déni de justice qui, pour le juge, je le rappelle, est punie, et même très sévèrement punie. C'est-à-dire que là où s'arrête la preuve scientifique, là ne s'arrête pas la preuve judiciaire. Et le débat va se poursuivre. Et c'est bien là aussi que tout l'intérêt de notre problématique réside. Alors, bien entendu, je disais en commençant, il y a un tropisme de la preuve scientifique sur la preuve judiciaire, et par là même des liens importants. Il est évident que lorsqu'il y a certitude dans un sens comme dans l'autre, il y a lien causal scientifiquement établi, ou il y a lien causal inexistant, mais c'est une certitude scientifique, le droit se plie. Le droit va bien évidemment, valider la certitude scientifique. Il n'est pas question que le droit s'en écarte, on recherche la vérité. Non, la difficulté, c'est le terrain gris, c'est la zone grise, et qui nous occupe beaucoup, nous. C'est-à-dire lorsque le droit, ou plutôt la science, ne peut pas établir un lien causal, mais qu'elle ne dit pas non plus qu'elle récuse son existence. C'est-à-dire qu'à la fois, elle ne peut pas l'établir, et à la fois, elle ne peut pas établir qu'il n'existe pas. Là, on va avoir un divorce. Là, on va avoir une séparation. Et c'est précisément à ce moment-là que ça nous intéresse. Je le disais, le juge n'a pas la possibilité de s'arrêter en chemin. Il doit poursuivre. Mais il n'a plus le secours de la science, parce qu'elle s'arrête. Alors il va faire comment ? Sachant que si on continue un petit peu la réflexion, le juge n'a pas le droit de juger sur de l'à peu près. Le juge ne peut pas dire « je décide, mais c'est incertain ». Non. Le juge va décider sur une certitude. Pour ce qui nous intéresse, c'est la certitude du lien causal. Je rappelle d'ailleurs qu'une décision de justice dit le vrai. C'est-à-dire que lorsque le juge se prononce, il se prononce en disant la vérité. Ou plutôt, ce qu'il dit est tenu pour la vérité. Vérité judiciaire, vérité particulière, vérité relative, c'est bien un paradoxe, mais en tout cas, vérité qui a une vraie force pour les parties au procès, pour le demandeur, pour le défendeur. La question, c'est par conséquent, je dois, moi, juge, établir la certitude d'un lien causal que la science n'établit pas, je fais comment ? Quelle méthode j'ai à disposition ? Là, le droit a forgé un concept qui va nous intéresser particulièrement.
Ce concept s'appelle la présomption. On en entend beaucoup parler dans les médias, type présomption d'innocence, parfois présomption de culpabilité, c'est un peu surprenant des États-Unis, mais enfin, le langage journalistique est ce qu'il est parfois. Présomption. Qu'est-ce que c'est que la présomption? Eh bien, la présomption, c'est un mécanisme intellectuel qui permet de déduire d'un fait connu un fait inconnu. Je vous donne un exemple qu'on peut trouver fréquemment en matière de droit de la sécurité sociale et droit du travail. On va présumer d'origine professionnelle, alors qu'on ne le sait pas, une maladie contractée par un salarié parce qu'il aura été exposé dans son milieu professionnel à des agents susceptibles de provoquer la maladie. On ne sait pas si la maladie est professionnelle, mais puisque dans son milieu professionnel, il a été exposé à des agents qui peuvent, le cas échéant, la créer, eh bien, on va présumer qu'elle est professionnelle et on va appliquer la législation professionnelle. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va essayer de tirer d'un fait inconnu, un fait inconnu. Est-ce qu'il existe un rapport causal entre tel produit de santé et telle symptomatologie? Eh bien ça, on ne le sait pas, on va le déduire d'autres éléments. Et là-dessus, le droit a évolué. Il a évolué, et en fait, si on veut être clair, il est fixé depuis 2017, il est fixé par la Cour de justice des communautés, et oui, le droit français est aussi, sur cet aspect-là, tributaire du droit communautaire, du droit de l'Union, dit aujourd'hui, par le schéma suivant. La Cour de l'Union a validé le raisonnement du juge français, qui disait « je ne peux pas l'établir, pour autant, je ne peux pas laisser les victimes dans cet état-là. » Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas de certitude scientifique et que le juge s'en satisfaisait, il peut tout à fait dire « écoutez, il n'y a pas de certitude scientifique, vous, demandeur, vous me demandez de condamner le fabricant du produit, le laboratoire, etc. Vous manquez en fait. Vous ne rapportez pas la preuve, pas de certitude scientifique. » D'accord? Mais si on s'arrêtait là, dans ces matières-là, première conséquence, les victimes ne pourraient jamais agir. Parce qu'il suffirait que la science touche, que la science s'arrête pour que le droit des victimes, lui aussi, s'arrête. Et, deuxième élément, le juge cherche le vrai. Et c'est pas parce que la science, je le disais tout à l'heure, n'arrive pas à établir un rapport causal que ce rapport causal n'existe pas. Donc, droit des victimes à une indemnisation, plus vérité que la science n'arrive pas à découvrir, et si elle ne la découvre pas, c'est pas parce qu'elle ne la découvre pas qu'elle n'existe pas, eh bien moi, juge, je dois aller plus loin. Je le fais avec mes présomptions, en réalité, 3 types de présomptions. Des présomptions graves, précises, concordantes. La difficulté en matière médicale, c'est que le juge, pour cassation, après la Cour de justice des communautés européennes, interdit de procéder de manière standardisée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, a priori, avant qu'on commence le procès, vous dire bah, si je réunis ça, ça et ça, je fais condamner. C'est pas possible. Le juge renvoie une casuistique nécessaire, c'est-à-dire à un cas par cas à chaque fois. Et dans ces affaires-là, le juge, en plus, c'est quel juge? C'est pas le juge de cassation. Pourquoi? C'est pas la Cour de cassation. C'est-à-dire que sur des matières médicales, sur un lien causal, ça sert à rien d'aller dans la Cour de cassation. Pourquoi? Parce qu'elle va vous dire que c'est une question de fait. Et la Cour de cassation ne connaît que du droit, que de la règle de droit. Donc c'est au juge du fond, tribunal judiciaire, cour d'appel, à apprécier la règle de preuve, ou plutôt l'application au fait précis de la règle de preuve. Existe-t-il des présomptions graves, précises et concordantes? Alors en matière de santé, de quoi on parle? Eh bien, on parle de plusieurs éléments qu'on peut rassembler. J'en vois en réalité 4, que l'on retrouve en jurisprudence. D'abord un élément chronologique, apparition des symptômes concomitamment à l'implantation du dispositif ou à l'injection de la substance pharmaceutique. Élément historique ensuite, absence d'antécédents personnels ou absence d'antécédents familiaux. Élément diagnostique encore, troisième temps, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autres pathologies susceptibles d'expliquer la symptomatologie en tout ou partie présentée. Et enfin, ce que j'appelle un peu pompeusement, mais je n'ai pas trouvé de meilleur mot, peut-être des suggestions, un élément sémiologique, c'est-à-dire que vous allez trouver tout un ensemble de signes, de symptômes d'une patiente à une autre patiente, d'un patient à un autre patient, qui a été implanté du même dispositif ou qui a subi la même injection. Et ces éléments-là peuvent concourir à créer un lien causal. Et ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une règle standardisée qui n'existe pas dans ces matières-là. Pour preuve, une décision d'ailleurs qui a été rendue ensuite de l'arrêt de la CJUE de 2017 sur le lien entre le vaccin sur l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques. Le demandeur
solliciter réparation du préjudice souffert en disant ben voilà, j'ai pas d'antécédents familiaux et l'affection est apparue concomitamment à l'injection juste après. Eh bien, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, non pas en disant pourvoi fait contre la décision de la Cour d'appel qui avait rejeté elle-même la demande, non pas en disant bien je regarde l'affaire et je vais refaire une nouvelle appréciation, non, en disant mais vous m'avez saisi alors que moi je n'y peux rien. Moi je suis une Cour de cassation, je regarde la règle de droit, je ne regarde pas le fait. Les juges du fond, la Cour d'appel a décidé, fin de l'histoire. Donc dans cette affaire-là, on retourne dans ces affaires médicales, toujours à la clé de piste. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a fait cette présentation, vous m'excusez encore de ce caractère peut-être un peu abstrait, qu'en est-il de, je dirais, l'état des lieux probatoires en matière d'issue? Première question, est-ce que la science fournit un consensus? Par où vous commenciez, Michel, tout à l'heure? Pardon? Par où vous commenciez tout à l'heure? Est-ce que la science, les scientifiques fournissent un consensus sur le lien causal entre l'implantation des essures et l'apparition d'une symptomatologie? La réponse est non. Il n'y a aujourd'hui pas de consensus. Mais il n'y a pas de consensus dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus pour dire qu'il y a un lien causal avéré, comme il n'y a pas de consensus pour dire qu'il n'existe pas de manière avérée de lien causal. Et d'ailleurs, en expertise, mon confrère Giraud peut vous le dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent? La position d'expert, c'est quoi? C'est de dire, scientifiquement parlant, je ne peux pas dire que le lien existe. Mais en même temps, je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Et donc, on est dans tout le terrain, dans tout le champ du gris, de l'entre-deux, de la probabilité plus ou moins intense, plus ou moins forte du lien causal. Donc, on est obligé, puisque la science a ses limites ici, d'en revenir au système de présomption que je vous disais tout à l'heure. Et comment on l'applique aux essures? Il est plutôt nourri. Parce que présomption ennemie, tout de même. On a quand même une preuve scientifique que l'on doit, aux travaux notamment de Michel Vincent. C'est quoi? Ben, c'est la dégradation dans le corps des femmes de l'implant. Et ça, on le sait. Ça, dans des dossiers particuliers, on sait que c'est éteint. On a quoi encore? Eh bien, on a une présomption temporelle forte, implantation, apparition, explantation, disparition, régression. On a aussi des éléments sémiologiques, des communautés de symptômes, et les autres questions sont plus difficiles, c'est-à-dire les antécédents et les autres éléments diagnostiques qui renvoient à une casuistique. Dans ces dossiers-là, il y a une complexité qu'il ne faut pas négliger. Mais pour autant, elle ne doit pas, et je vais en terminer par là, à mon avis, conduire au renoncement judiciaire. Comme disait l'autre, ce qu'on ne peut éviter, on l'embrasse. Eh bien, la complexité ici de la preuve, il faut l'embrasser dans ces dossiers-là. Et ce n'est pas parce que c'est difficile, parce que rien n'est acquis, parce qu'il n'y a pas de certitude scientifique qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose du combat judiciaire. Et j'en termine en disant que, en tout état de cause, lorsqu'on ne sait pas, eh bien, il y a un élémentaire principe de précaution. Lorsqu'on ne sait pas que quelque chose est dangereux, on ne l'utilise pas. Et cette réflexion terminale ouvre sur une autre considération, en dehors du lien causal, eh bien, c'est peut-être la question de la responsabilité, au-delà même du laboratoire, des instances publiques qui ont, à toute force, imposé ce dispositif, alors qu'eux-mêmes étaient dans le brouillard sur ses effets nocifs. Et comme j'ai dépassé mon temps, je